Guten Abend, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Arte Reportage avec, comme toutes les semaines, un autre point de vue sur l'actualité internationale. Dans la deuxième partie de l'émission, reportage dans la plus vaste province irakienne, Al-Anbar, qui détient un trésor très convoité du gaz. Mais les puissants chefs de tribus de la région refusent de voir le pouvoir central et l'Occident s'emparer du pactole. Nous nous battrons contre toutes les entreprises étrangères qui s'installeront dans la région sans respecter les besoins des habitants de la province. Et moi le premier. La guerre du gaz aura-t-elle lieu dans ce pays toujours aux prises avec le terrorisme? C'est ce que vous verrez dans quelques instants. Mais commençons par Haïti avec, comme tous les samedis de ce mois de janvier, un reportage sur la lente et difficile reconstruction matérielle et psychologique. À l'occasion du premier anniversaire du séisme, il y a 10 jours, tous les regards étaient tournés vers Port-au-Prince, la capitale. Mais quelle est la situation dans les autres régions, les zones rurales, qui ont aussi subi de plein fouet le tremblement de terre du 12 janvier 2010 ? Notre équipe s'est rendue dans l'ancienne capitale, Petit-Goâve, proche de l'épicentre du séisme. À l'époque, les secours ont eu beaucoup de mal à arriver là-bas. Aujourd'hui, Petit-Goâve se sent toujours abandonné. Déjà dévastée économiquement avant le tremblement de terre, la région doit tout reconstruire. Mission difficile dans cette zone montagneuse où les ONG ne sont pas nombreuses à s'aventurer. Reportage Michel Dumont, Éric Bergeron et Isabelle Nomé. Petit-Goâve, au sud de Port-au-Prince, à 2 heures de route de la capitale haïtienne. La ville, établie le long de la mer, compte 30 000 habitants, mais la commune et ses districts en totalisent 180 000. Plus de 80% de la population vit sur ce que l'on appelle ici les mornes, l'intérieur des terres, des zones rurales difficiles d'accès. Justak est le premier magistrat de Petit-Goâve, un maire sans réel pouvoir sur la situation de l'après-séisme. Jusqu'à cette date, il y a beaucoup de personnes qui vivaient à la Belle Étoile. Il y a plus que 1500 personnes mortes, beaucoup de blessés, beaucoup de handicapés, etc., etc., etc. Moi, je viens de la campagne. Je suis très sensible pour les campagnards. J'ai demandé toujours aux ONG d'aller dans les mondes parce que les paysans sont complètement abandonnés. Mais dans les mondes, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour cette raison qu'on doit penser aux campagnards. Parce que les campagnards sauvent beaucoup au point de vue santé, au point de vue scolarité, au point de vue nourriture, etc., etc. Sur les 27 ONG présentes à Petit-Goâve, une seule travaille dans les mornes. Solidarité Internationale, une organisation française. Avec deux priorités, l'accès à l'eau et la sécurité alimentaire. Chaque jour, les équipes de solidarité sillonnent ces terres, un peu oubliées de tous. Bonjour. Ça va, vous êtes content à peu près? En pile. C'est en pile? Ah oui. C'est bien? Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent? Oui. Oui? Il y a à peu près de 6 à 700. 600 à 700 familles? Donc il y a à peu près 5 personnes par famille. Ça fait grosso modo toute la localité en fait. Pour l'instant on a réalisé 10 captages sur un programme de 30 captages en tout. Et voilà, donc là c'est celui-là, ça doit être le combienième, je sais pas. 9e. Et on a 6 autres chantiers qui commencent la semaine prochaine. Donc à chaque fois c'est la même chose, on capte la source. On construit un réservoir, on fait plusieurs bornes fontaines avec des tuyaux pour que le plus de gens possible puissent y avoir accès. Et de fait, sur pas mal de captages, on a à la fois les personnes qui habitent sur place de la localité et également les gens qui passent le long de la route. On a des captages le long de la route, donc ça peut profiter vraiment à beaucoup de monde, des centaines de ménages. Favoriser l'accès à une eau propre, c'est une priorité pour l'Haïti de l'après-séisme. Et dans une période de choléra galopant, c'est devenu une urgence. Stéphane, le coordinateur des projets, peut le constater à chacune de ses visites sur le terrain. Pour les habitants des Mornes, ces captages d'eau sont une bénédiction.
Pour la population, c'est vraiment important d'avoir de l'eau potable. Avant, c'était dangereux de la boire, on risquait d'attraper des maladies. Mais maintenant, c'est bien. Même les enfants peuvent boire l'eau sans crainte. Dans ces campagnes, on est loin de tout. Souvent à 3-4 heures de marche de la ville. Hormis les équipes de solidarité, les visites des ONG sont rares. Le quotidien est fait de pauvreté, de précarité. Joseph a perdu sa maison. Il vit avec sa femme dans un abri de fortune. Enfin, il tente de survivre. Eh bien, nous, on n'a rien à manger. On a planté un petit jardin, mais le cyclone est venu et il a tout dévasté. Même les champs de bananes ont été dévastés par le cyclone. Tout le jardin a été dévasté. Tout notre travail a été ruiné. On vit au jour le jour. On mange une fois par jour. Une seule fois. Comble de malheur, après avoir frappé les villes, voilà que le choléra se répand maintenant dans les mornes. Et dans ces zones reculées, nul ne sait vraiment quelle est la situation réelle de l'épidémie. Alors on part au plus pressé en multipliant les séances de sensibilisation. Et dans cet exercice, à chacun sa méthode. C'est comme frère Jacques. Alors, en nous c'est il faut protéger les toilettes. Il ne faut pas faire pipi par terre. Il ne faut pas faire la selle aussi par terre. Il faut protéger les latrines ou les toilettes. C'est surtout frère Jacques, c'est Tonton Bouki en Haïti, on connaît bien, Tonton Bouki, on chante ça, donc ça va rentrer automatiquement, comme ça va incarner dans l'esprit des gens, donc c'est facile à retenir, donc c'est pour ça. Les animateurs vont de hameau en hameau pour faire la promotion à l'hygiène. Dans les mornes, la situation sanitaire a toujours été déplorable. Le séisme n'a bien sûr rien arrangé. Ça sont bonnes pratiques hygiène. Bravo, merci papi. Ok, on continue à prendre bonnes pratiques hygiène. Par exemple, sur 100 familles, c'est presque 4 ou 5 familles qui ont des latrines. Donc, on a donné exemple de latrines, 50 latrines par section. Donc, c'est petit, c'est peu, mais c'est juste un exemple pour que les gens, pour qu'on puisse stimuler les gens à construire, à faire des latrines, tout ça, pour ne pas faire les besoins par terre, c'est très dangereux. Souvent, dans les mornes, les victimes du choléra sont enterrées discrètement par leurs proches, par peur d'être stigmatisées. Quelquefois, les malades sont évacués. À Petit Goâve, un centre de traitement du choléra a été installé par Médecins du Monde Espagne. Lors de notre passage, 31 des 40 lits étaient occupés. Pour le docteur Anna Garcia, la propagation du choléra dans les mornes a une explication. L'augmentation des cas de choléra des 2 dernières semaines peut venir des festivités de fin d'année et de la commémoration de l'anniversaire du tremblement de terre qui ont créé des mouvements de population. Des familles de Port-au-Prince sont venues à Petit Goâve. Il y a eu beaucoup de déplacements, d'où risque de contamination. Chaque matin, la base de solidarité internationale ressemble à un départ de compétition de motocross. Pour accéder dans les zones de montagne, rien de tel que les petites motos tout-terrain, des motos chinoises bien sûr. Un peu à l'écart des pétarades, Erwin et Fabien, les 2 agronomes de l'ONG, ont réuni les présidents d'associations paysannes. Pour travailler dans les mornes, il a fallu se mettre au créole. Mais ça me t'a aimé, c'est pour l'autre formation qui vient derrière, pour gagner en ponctualité qui est bon, pour nous arriver à l'heure, comme ça nous perdons moins de temps. Et formation au capier efficace toujours. Ce dont on est en train de parler, c'est de l'activité d'achat-revente et de prêt de semences qu'on a mis en place dans le cadre du projet. Donc on a construit 35 silos de stockage de semences de haricots.
Et après, on va aborder les autres activités futures, donc les distributions de caprins, les activités de maraîchage, et faire un petit point rapide sur la mise en place des pépinières qui a été faite en décembre et qui est toujours en cours. Sur ces terres pentues, autrefois de bonne qualité, les paysans assuraient naguère leur subsistance et celle des villes côtières comme Petit-Goâve. Mais les cyclones à répétition, les effets désastreux du déboisement, ajoutés au terrible tremblement de terre de janvier 2010, ont sérieusement mis à mal la condition des paysans. Et l'incurie politique a généré le découragement. On ne dirait pas qu'ils sont en insuffisance alimentaire, il y a très peu de cas de malnutrition, quelques cas isolés dans certains foyers. Mais sinon, c'est essentiellement un problème de carence à certaines périodes de l'année, notamment en période de soudure qui va de mars à juin, où les rations alimentaires sont très peu diversifiées. Donc en quantité, il y a de la nourriture, c'est peut-être en qualité où il y a des manques. On a fait silo. Pour assurer la soudure, l'ONG a donc mis en place dans les mornes des silos, 35 au total pour stocker les semences. Ici des haricots Congo. Une méthode qui permet aux paysans de disposer en permanence de graines qu'ils peuvent même revendre. Iracide Brignol est la présidente de l'association paysanne qui compte 150 membres. Avant, on se débrouillait avec nos propres moyens, nos faibles moyens. On récupérait des semences pour pouvoir replanter, mais c'était toujours en petite quantité. Les paysans des Mornes sont aussi encouragés à développer de petits potagers. Les graines sont là encore fournies. Il y a encore peu, les parents d'Iracide avaient leur potager. Quand on lui demande pourquoi cette pratique a été abandonnée, elle invoque la misère des Haïtiens. On a toujours besoin d'une ONG pour nous aider, pour aider les paysans. Et les paysans bénéficient plus. Mais pourquoi? Parce que nous vraiment... Parce que nous sommes dans un état misérable. Oui, mais vous avez de la terre. Oui, mais nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent pour travailler la terre. Au fil des catastrophes naturelles, des catastrophes politiques, les Haïtiens sont devenus des assistés. Pas sûr, par exemple, que ces pépinières mises en place par l'ONG Solidarité perdurent après le départ des humanitaires. Ici, comme partout en Haïti, on vit au jour le jour, sans se préoccuper du lendemain. Les cyclones n'expliquent pas tout, mais ils sont peu nombreux à l'admettre. On est aussi responsable. Si après le passage des cyclones, on avait replanté, continué les pépinières, bon, on a fait des pépinières, mais on n'a pas réussi. On a coupé trop de bois. Le cyclone est venu, il a tout écrasé et on n'avait plus de bois. Si on n'avait pas été dans la misère, on n'aurait pas fait du charbon. On a coupé les arbres pour faire du charbon de bois, parce qu'on avait besoin d'argent. Au début, le charbon se vendait bien, 100 gourdes. Maintenant, c'est descendu à 2-3 gourdes. Il faut donc maintenant replanter, reboiser. Un travail de longue haleine, mais indispensable. Suite au cyclone, aux trombes d'eau, la terre des Mornes s'érode, menaçant les populations, réduisant à néant l'agriculture. Les 9 pépinières de solidarité internationale et des paysans devraient permettre le reboisement de 10 hectares. Une goutte d'eau certes, mais un exemple de ce qu'il faut faire pour aider durablement Haïti. Jusqu'à dire réponse à la déforestation, peut-être pas, mais en tout cas au moins protéger les captages, qui sont des lieux clés dans les Mornes, parce que l'accès à l'eau est vraiment difficile. Donc déjà reboiser les bassins versants proches de ces captages et les protéger au mieux est déjà un premier pas. Quelques semaines après le tremblement de terre, les autorités internationales et le semblant d'État haïtien avaient de concert décidé de redonner vie aux campagnes. Mais les actes n'ont pas suivi. Un an après, les populations des Mornes sont retombées dans l'oubli, ou presque.